Monsieur Jean-Pierre Sakoun, président du comité Laïcité République. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les parlementaires, anciens parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des associations humanistes et laïques, citoyens, chers amis, chers membres du comité Laïcité République. Une fois encore, cette salle est comble et elle témoigne de l'urgence de notre combat et du soutien d'une très forte majorité des Français aux idéaux de la République. Ce soir, les élus nationaux et locaux, les représentants des associations, les personnalités de la société civile sont nombreux parmi vous, confirmant la vivacité de nos principes au sein de la représentation nationale et de la société. Je voudrais saluer particulièrement Marie Cabrette et Gérard Biard de Charlie, qui sont avec nous chaque année. Nous leur sommes fidèles. Je rappelle que Charles fut président du jury des prix de la laïcité, ici même en 2012, et qu'il reste avec nous pour défendre la liberté de conscience et la liberté d'expression. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous serons, nous sommes, nous resterons toujours Charlie. Merci, chère Anne Hidalgo, de vos paroles, et en particulier de votre réaffirmation de la laïcité du service public et de ses agents. Nous sommes particulièrement sensibles aussi à votre lutte féministe et universaliste qui, aujourd'hui, est devenue inséparable du combat laïque. Je ne peux manquer en ces lieux d'honorer la mémoire de Jacques Chirac, premier maire de Paris, ancien président de la République. Républicain convaincu, il s'était fermement opposé à l'offensive du Vatican destinée à faire inscrire dans les traités constitutionnels européens les racines chrétiennes de l'Europe. Il fut, après Dreux, sans faiblesse ensuite, l'artisan du rejet du Front national par la droite républicaine. Lors de son deuxième mandat présidentiel, la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école a été votée et promulguée, sur proposition de la commission Stasi qui l'avait voulu. C'est grâce à cette loi que l'on a préservé la liberté de conscience des élèves, et c'est sur elle que les laïcs trouvent appui depuis 15 ans pour fonder leur combat et leur défense de l'universalisme. La plus grande nouvelle laïque cette année n'est pas celle qui a fait le plus de bruit. Il s'agit d'une enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès en mars 2019 sur les Français et la laïcité. Je remercie ses auteurs, Jérémy Pelletier et François Cros, d'être parmi nous ce soir. Qu'a-t-elle mis en lumière cette enquête? Tout simplement que les Français sont laïcs. Les sondages le répètent depuis des décennies. Il se trouve toujours un contradicteur pour faire remarquer qu'on ne sait pas trop ce qu'est la laïcité. Dans cette enquête, rien de tel. Les questions sont claires et nul ne peut plus jouer de cette ambiguïté. Et que disent les Français? Qu'ils sont massivement attachés à la séparation du politique et du religieux, éminemment laïques et même sécularistes. Les jeunes aussi, dont on déplore souvent l'inclination multiculturaliste, sont favorables à plus de 50% dans tous les domaines à cette laïcité. Remarquons enfin, à quelques mois des élections, que la moitié des personnes interrogées affirment que la laïcité jouera un rôle important dans la détermination de leur vote. Les derniers sondages qui ont été réalisés dans un moment d'émotion parfois étonnante confirment cette position inébranlable. Les Français nous soutiennent massivement. Souvenons-nous-en, chers amis, à chaque instant dans notre action lorsque la République laïque est attaquée. Et elle est attaquée. Les assassinats islamistes ont cette année encore égrené leur chapelet de victimes à Lyon, à Villeurbanne, à la préfecture de police de Paris. Ils portent le décompte macabre des victimes à 263 morts et plus de 1000 blessés depuis 7 ans. C'est bien l'islamisme qui tue en France aujourd'hui. Les Français ont la dignité, contrairement à ce que certains leur reprochent pour les culpabiliser, de ne pas faire d'amalgame entre leurs concitoyens de religion musulmane et les fanatiques obscurantistes.
Le taux d'actes anti-musulmans en France n'a jamais été aussi faible depuis 2014, et nous pouvons en être tous fiers. Pourtant, à Bayonne, un ancien candidat d'un parti que je ne citerai pas a tiré sur 2 croyants âgés qui sortaient d'une mosquée et les a blessés. Identitaires de l'extrême droite et séparatistes islamistes ont beaucoup en commun. Ils haïssent la République, ils haïssent la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Les uns tuent par centaines et blessent par milliers, faisant le jeu des autres, qui sont aux portes du pouvoir, parce que depuis les années 80, nos gouvernants ont joué avec la peur de l'extrême droite jusqu'à en faire l'opposant privilégié pour assurer leur élection. En même temps, en cessant de porter l'idéal laïque, ils ont permis à ce parti de se parer de ses couleurs et de récolter les dividendes d'un combat qui n'est pas le sien. C'est la gauche pourtant, c'est bien la gauche, qui a allumé et maintenu la flamme laïque depuis 1789. C'est donc avec la plus grande inquiétude que nous constatons qu'une partie de cette gauche a troqué cet idéal indépassable contre l'objectif minimaliste de faire coexister les communautés ethniques et culturelles sans qu'elles s'entretuent, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Une partie de cette gauche a perdu le sens commun. Le 10 novembre prochain est organisée une manifestation intitulée « Stop à l'islamophobie », qui verra la jonction des associations fréristes et salafistes, de l'islam politique, des groupuscules indigénistes, avec une partie de l'extrême gauche et de la gauche radicale qui a renoncé à la laïcité. Tous ceux que l'on n'entend jamais dénoncer la violence islamiste et défendre la liberté de conscience. Les mêmes qui n'ont pas supporté que notre ami Henri Peña-Ruiz, que je salue, rappelle que la critique des religions, comme de toutes les idées, est un droit. Cette manifestation honteuse est organisée par un indigéniste, anti-laïque, anti-républicain, élu municipal, qui s'est répandu sur les réseaux pendant des jours pour rire avec ses amis des crimes de Mera et railler l'émotion partagée devant le premier assassinat d'enfants juifs en France depuis 1945. Voilà avec qui, sur l'injonction de qui, cette partie de la gauche qui ne sait plus où elle va, manifeste pour le retour du délit de blasphème et donne des ailes à des organisations que l'on pourrait presque qualifier de factieuses. Ce sont les mêmes qui lancent de véritables chasses à l'homme virtuelles sur les réseaux, contre les laïcs qui ne se taisent pas, comme Céline Pina, comme Amin El-Khatmi, comme Laurent Bouvet. Mais bien sûr, la gauche n'est pas la seule responsable. Les élections municipales qui arrivent verront-elles de nouveau s'ouvrir en grand les vannes du clientélisme et des petits arrangements? Les Français ne veulent pas, particulièrement en période de restriction, que leurs impôts levés pour les besoins de tous financent les choix convictionnels de quelques-uns, en contravention avec la loi, au nom d'alibis culturels dont tout le monde sait qu'ils cachent des réalités cultuelles. Pourtant, en matière politique, cette année n'aura pas été entièrement mauvaise. Elle aura vu le président de la République renoncer définitivement, du moins nous l'espérons, à modifier la loi de séparation des Églises et de l'État. Le CLR et les associations du collectif laïque national, en particulier le Grand Orient de France, auront joué un rôle moteur dans cette décision, en promouvant l'appel signé par 113 associations et par plusieurs dizaines de milliers de Français. Les événements récents ont incité depuis le président de la République à promettre la plus grande fermeté vis-à-vis de ceux qui prônent le communautarisme et le séparatisme, avec une violence verbale et parfois physique sans limite. Rêvons un peu, la campagne électorale à venir pourrait être exemplaire si, dans un nouveau serment du jeu de paume, les candidats s'engageaient à défendre les institutions laïques, l'égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction d'origine, de couleur, de sexe, d'appartenance religieuse ou philosophique. Nous le disons de nouveau, nous ne voulons pas de la pression plus ou moins forte des religions sur nos lois, nos esprits et nos mœurs. Je dis bien nos esprits et nos mœurs parce que, contrairement à ce qu'affirment ceux qui tentent de séparer le peuple français de sa laïcité, notre société est bien laïque. Et elle ne veut pas de l'influence des prêtres de toute robe sur son mode de vie. C'est pourquoi la préoccupation présidentielle et gouvernementale pour l'organisation de l'islam de France, que nous préférons nommer culte musulman en France,
ne saurait mener à un nouveau concordat. La loi de séparation a une portée générale, s'applique à tous les cultes. Ce n'est pas à la République de s'adapter aux religions, mais aux cultes de respecter les lois de la République. Lorsque le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale vient parader à Paris et à Lyon, reçu par la Fondation pour l'Islam de France ou par de grands élus, quel message envoyons-nous à nos concitoyens de confession musulmane qui se battent pour leur liberté? Nous pourrions, si nous en avions le temps, parler d'autres événements qui nous viennent d'ailleurs, négatifs et inquiétants comme l'Erasmus des religions dont veut nous gratifier l'Union européenne, positifs aussi, comme la loi sur la laïcité de l'État votée à Genève en février, ou celle portant le même nom, la loi 21, votée au Québec en juin. Et je salue notre amie Jemila Benhabib qui a joué un grand rôle dans ce combat. Quels que soient nos efforts, nous ne protégerons ni n'élargirons la République laïque sans une reconstruction de l'école républicaine. La République n'a jamais eu pour ambition de munir ses enfants d'un viatique minimal de compétences pour survivre dans une société consumériste. Elle a toujours voulu qu'ils soient des citoyens. Pour cela, l'école laïque est notre seul outil. Pourtant, la loi Debré de 1959 a instauré en France un dualisme scolaire, renforcé depuis par un empilement de lois jusqu'aux plus récentes décisions de financement qui viennent sans cesse accroître les moyens de l'école privée, essentiellement confessionnelle et particulièrement catholique, au détriment de l'école de la République qui assume avec fierté ses missions de service public et reçoit, elle, tous ses enfants. Notre école est traversée depuis 1989, par la question du port des signes religieux, philosophiques ou politiques. On retrouve aujourd'hui dans la revendication du port des signes religieux par les parents accompagnant des élèves à l'extérieur des établissements pour des sorties pédagogiques et non le mélodramatique « maman voilée », tous les ingrédients qui ont mené à l'adoption de la loi du 15 mars 2004 qui, elle, concernait les élèves. Refus de prendre une décision, intervention absconse du Conseil d'État, circulaire non appliquée, pression sur les chefs d'établissement, tout y est. Et ce n'est pas l'initiative imbécile d'un élu RN qui a réussi à donner le beau rôle à une accompagnatrice intégriste par son vêtement et au CCIF l'occasion d'une propagande effrénée et indécente qui résoudra le problème. Pour ce qui me concerne, il est temps qu'une loi sage et émancipatrice et de toute façon inéluctable énonce clairement que les parents accompagnateurs sont des auxiliaires du service d'enseignement, ce qui est une évidence pour tous. Et qu'à ce titre, ces parents sont tenus à la neutralité pour protéger la liberté de conscience renforcée à laquelle ont droit les enfants en formation. Comme le dit Eddy Caldi, président de l'association des DDEN que je salue dans la salle, en République, le seul rapport de force qui vaille et qui nous protège, c'est la loi. Après Dijon, après Bayonne, peut-être que tous ceux qui font semblant de croire que le RN défend la laïcité, pour pouvoir la condamner, cesseront-ils désormais ce jeu dangereux? Ce parti n'a vraiment rien à voir avec nos idéaux. Il les usurpe sans vergogne, comme le démontre toute son histoire. L'enseignement supérieur n'est pas plus épargné que l'école par ces tensions. Une partie de plus en plus importante de l'université a basculé à l'américaine dans la sacralisation de toutes les pensées ultra-minoritaires et a ouvert la voie à des groupuscules dont la violence verbale et physique est inouïe. Les interdictions de pièces de théâtre érudites, de colloques universitaires, d'enseignement, de domaines de recherche se multiplient au profit de l'émergence de champs disciplinaires et d'approches improbables. Certaines universités ou écoles sont devenues des usines à fabriquer des doctorants en études identitaires, suffisamment nombreux pour y bannir toute pensée humaniste ou non conforme. Il est temps de mettre fin à ces folies, si l'on veut que la recherche et l'enseignement supérieur français continuent d'exister, en particulier dans les sciences sociales.
Rappelons les mots de Gerald Bronner, lui-même sociologue. La sociologie est une science en danger, une science dangereuse. Autour de l'école, autour de l'université, mais aussi autour de la liberté des femmes, surtout des plus jeunes, de bien étranges manœuvres ont lieu. Des associations qui, pour certaines, sont les plus anciennement impliquées dans le combat laïque ou dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, subissent, elles aussi, entrisme et noyautage de petits groupes activistes. L'UNEF, le planning familial, la FCPE sont les plus récents de ces champs de bataille. La laïcité, seule identité française, est attaquée de toutes parts, mais elle ne plie pas et ne rompt pas, grâce à tous les militants dévoués qui sont là ce soir et dont la plupart des organisations sont aussi représentées ici. Et je les en remercie. Les Français répètent qu'ils ne veulent pas vivre sous une autre loi que celle de leur liberté de conscience, certainement pas sous celle de directeurs de conscience qui ne tiennent leur légitimité de personnes vivant ou visibles sur cette terre. Dans ce combat, les plus convaincus, les plus convaincants sont ceux qui ont le plus à perdre. Nos compatriotes de culture ou de religion musulmane qui sont sans cesse assignés à une essence, voire à une race, et qui chaque jour réaffirment au péril de leur vie, même dans notre pays, leur liberté de conscience. Ils devraient faire rougir de honte ceux qui confondent l'islam avec ses pratiques les plus réactionnaires et oppressives pour y assigner ces hommes et ces femmes libres. Pensons bien sûr à toutes ces femmes qui, adossées à la laïcité, défendent l'égalité, réclament et imposent leur émancipation. La lutte de ces femmes, de ces sœurs d'armes, selon le titre du beau film de notre amie Caroline Fourest, touche tous les domaines de la vie en société. Ainsi, les Jeux olympiques de 2024 à Paris se préparent et nous en avons vu dévoiler avec plaisir le logo, mêlant la flamme olympique à l'image d'une femme, on imagine Marianne, les cheveux au vent et les lèvres dessinées. Nous voulons espérer, avec le collectif laïque national et en particulier avec la Ligue internationale pour le droit des femmes, présidée par Annie Sugier, présente parmi nous ce soir, et fondée par Simone de Beauvoir, qu'il s'agit d'un premier pas vers le retour au respect de la charte olympique qui exige que les signes religieux soient absents des stades. L'Afrique du Sud fut ramenée à la raison lorsqu'elle pratiquait l'apartheid racial, entre autres par l'interdiction de participer aux Jeux olympiques. Nous devons avoir le courage de contraindre de la même façon l'Arabie saoudite, l'Iran, qui pratiquent avec une violence absolue l'apartheid sexuel, en obligeant les femmes au voilement et à la ségrégation. Nous nous tournons vers vous, Madame la maire, chère Anne, pour vous demander votre soutien, qui, n'en doutons pas, sera décisif. Ces sœurs d'armes que vous reconnaîtrez tout à l'heure se battent sur tous les fronts, art, culture, science, enseignement et émancipation, libre disposition de son corps. Ce qui se dessine à l'évocation de ces engagements, c'est la modernité des Lumières, c'est l'universalisme. Ce qui s'affirme aussi, c'est l'union, que j'ose dire sacrée, de toutes celles et de tous ceux qui ont choisi l'aventure de la liberté et de la fraternité plutôt que l'ornière du fanatisme et de l'obscurantisme. En 1969, Georges Perec décrivait une société et une langue devenues folles à cause de la disparition, titre de son récit, de la lettre la plus fréquente de la langue française, le « e ». Depuis quelques années, nous sommes privés par de puissants adversaires du mot laïcité. Cet effacement est en train de rendre folle notre langue et notre société. Toutes les contre-vérités, toutes les affirmations orwelliennes ont désormais libre cours. Le voilement des femmes, c'est la liberté. Le refus communautariste de la mixité et du métissage, c'est le vivre ensemble. L'école privée confessionnelle, c'est l'école libre. Le même Georges Perec, quelques années plus tard,
célébra le retour du « e » dans les revenantes qu'il écrivait seulement avec la voyelle « e ». Il y écrivait, en modifiant un peu les mots, « En se m'aimant, certes, t'es le chef, bélève mi, ce temps est bref. Je préfère être dans mes semelles que dans tes empeignes. » Alors, mesdames et messieurs, les intersectionnels, les indigénistes, les racialistes, les postcoloniaux, les cléricaux de toute chapelle, les identitaires, les entrepreneurs de haine, de race, de tribus, de division, je me tourne vers vous pour marteler ce que le peuple français affirme chaque fois qu'on lui donne la parole. Nous sommes universalistes, laïcs, sécularistes, parce que nous sommes libres, égaux et fraternels. En ce moment, vous tentez d'être les chefs, mais bélève mi, ce temps est bref. Nous préférons être à notre place qu'à la vôtre. Avec le plus grand de nos révolutionnaires, nous vous disons, fanatiques, n'espérez rien de nous. Merci. Je vais demander au président du jury 2019, notre ami Renaud Dely, de bien vouloir prendre place. Le temps pour moi de vous parler d'autre chose. Cette année, le Comité Laïcité République a répondu avec enthousiasme et gratitude à la proposition du street artiste et plasticien C215, connu, comme l'a rappelé Anne Hidalgo, pour les effigies de héros français dont il a recouvert les boîtes à lettres, les armoires électriques, les murs de Paris. En particulier, comme elle l'a dit elle-même, le visage de Simone Veil, récemment souillé, hélas, d'une svastika qu'il avait effacée le jour même. C'est lui, notre ami Christian Guémy, qui avait aussi en janvier 2018 dessiné la belle affiche et le logo de la manifestation « Toujours Charlie » que le CLR co-organisait avec la LICRA et le Printemps républicain. Grâce à Christian, C215, le CLR remettra désormais au lauréat du prix de la laïcité un trophée, la Marianne du CLR. Les prix seront désormais identifiés à cette œuvre, au logo qui en est inspiré et à l'affiche qui les accompagne. J'appelle Christian, à qui je laisse la parole, pour vous les présenter lui-même avant que nous les remettions aux lauréats. Merci.